J'ai pointé quelques minutes avant minuit, comme d'habitude. J'ai passé mon badge, regardé le feu passer au vert et suis entré dans le hall à moitié éclairé où les distributeurs automatiques bourdonnaient plus fort que les lumières. J'ai posé ma thermos, tapoté l'écran pour le réveiller et j'ai repris ma garde, gardant un bâtiment jamais fréquenté. Techniquement, je travaille à la sécurité d'un centre de recherche en bordure de la zone industrielle. Quel genre de recherche? Je ne saurais vous le dire. Ils ne briefent pas les gardiens de nuit. Mon travail est simple. Arpenter les couloirs toutes les heures, vérifier les portes, surveiller les caméras et signaler toute tentative d'intrusion. Personne ne le fait jamais. Honnêtement, je pense que tout cet endroit est une société écran. Il y a des laboratoires et des salles de conférence, certes, mais je n'ai jamais vu plus de 3 ou 4 personnes dans le bâtiment pendant la rotation diurne. Les lumières restent éteintes dans la moitié des bureaux. La plupart des bails de serveurs bourdonnent pour s'occuper. De temps en temps, je vois une caisse dans le quai de chargement marquée « Danger », mais elle est toujours vide au début de mon service. L'ennui, c'est ce qui agace le plus les gars. Pas moi. Le manque d'action ne me dérange pas. Il y a un réconfort dans les routines immuables. J'ai une radio sur le bureau. Une de ces unités d'alerte météo qui fait aussi office de récepteur d'urgence, câblée pour recevoir des notifications de travail qui n'arrivaient jamais. Seules quelques alertes d'urgence apparaissaient de temps en temps. Jamais importantes pour moi, mais juste pour rompre la monotonie du service. D'habitude, elle se contente de diffuser en boucle des bulletins météo ou des silences. Ce soir-là, elle ronronnait doucement, suffisamment bas pour être ignorée, mais assez fort pour remarquer si quelque chose de grave se produisait. Dehors, le vent soufflait contre la vitre de sécurité. J'ai siroté un café tiède et feuilleté le journal des incidents, sachant déjà qu'il serait vide. La caméra montrait des couloirs immobiles, un balai appuyé contre le placard d'un concierge, une salle de photocopie inutilisée. Le voyant rouge au-dessus du panneau de sortie clignotait à son rythme habituel. Je me suis adossé, j'ai laissé la chaise s'affaisser sous moi et je me suis installé pour un autre service, sans rien voir se passer. Je suis doué pour être invisible. Je ne pose pas de questions. Je ne gêne personne. Je fais mon travail, je remplis les formulaires et je garde la tête basse. La plupart des gens oublient même ma présence. Le service s'était installé dans cette zone de silence entre 2 et 3 heures du matin, où le temps s'étire et où le cerveau commence à vagabonder. J'étais à mi-chemin d'une barre protéinée rassis et je regardais le curseur clignoter sur un rapport d'incident vierge lorsque la radio d'urgence a grésillé. 3 tonalités aiguës, les tonalités habituelles. Je n'ai pas réagi au début. Le système d'alerte d'urgence effectue des tests réguliers 1 ou 2 fois par semaine, toujours le même message préenregistré, généralement sur les conditions météorologiques ou les disparitions d'enfants dans 3 États. Je continuais à mâcher, attendant le script habituel. C'est un test d'un système d'alerte d'urgence. Mes oreilles se sont dressées devant l'autorité de la voix. C'est un message, car il y a eu un silence. Richard James Sommerfield. Mon nom complet. Pas seulement celui que j'utilise au travail. Le nom complet. Celui de mon acte de naissance. 2e prénom inclus. Veuillez rester à l'intérieur et ne pas vous intéresser au bruit extérieur à votre perception. Durée estimée du test, 1 heure. Le message s'est arrêté là. Aucune explication, aucune origine. La radio s'est coupée et le bruit est revenu à un niveau faible. Je me suis redressé, la barre protéinée toujours à la main, à moitié mâchée. J'ai joué avec la radio, m'attendant à ce qu'elle rediffuse le dernier message. Rien. Aucun neurodatage enregistré. Aucun segment enregistré. J'ai essayé de me convaincre qu'il s'agissait d'une émission canular, d'une station locale jouant à des jeux, d'une coïncidence, peut-être que quelqu'un avait piraté le système et introduit un message personnalisé pour embêter les gens. Cela n'expliquait pas le nom. Cela n'expliquait pas pourquoi l'avertissement semblait si précis. J'ai commencé par dire que c'était un test. Peut-être un nouveau système qu'il testait. Un système qui extrait les noms des bases de données locales pour le personnaliser. Une erreur, peut-être. Je me suis rassis, soudain conscient du silence qui régnait dans le bâtiment. Le seul bruit était le vent qui frôlait les hautes fenêtres et le bourdonnement sourd et régulier de la radio d'urgence. J'ai passé les minutes suivantes à essayer de chasser le message. Je me répétais que ce n'était rien, juste une diffusion test intempestive. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de jeter un coup d'œil à la radio. Elle n'avait plus émis un son depuis,
juste un léger sifflement, continu et silencieux. J'ai pensé la débrancher, mais je l'ai gardée allumée au cas où quelque chose d'important arriverait. J'ai fait un autre tour dans les couloirs. Tout était exactement comme d'habitude. Écrans éteints, fluorescence bourdonnante, l'écho lointain de mes propres pas. De retour au bureau, j'ai consulté le journal, consulté les flux de ma caméra et commencé à remplir des papiers juste pour m'occuper les mains. C'est alors que le bip a recommencé. 3 pulsations rapides suivies de la même voix. Ceci est un message pour Richard James Sommerfield. Tu avais 11 ans quand tu as refusé de rendre visite à ta mère à l'hôpital. Mes doigts ont cessé de bouger. Tu as dit à ton frère que ça n'avait pas d'importance, qu'elle ne s'en souviendrait pas. Tu as dit ça pour le blesser. J'ai fixé la radio, essoufflé pendant une seconde. Tu avais tort. Il y a eu un silence. Pas de parasite cette fois. Juste un silence qui s'est prolongé de 2 battements de plus qu'il n'aurait dû. Tu essaieras de vérifier le quai de chargement dans 35 secondes. Je te prie de reconsidérer ta décision. La radio s'est éteinte. Je n'ai pas bougé au début, je suis resté assise là, le cœur battant la chamade, les mains froides. Je n'avais pas parlé de cette dispute depuis des années, peut-être jamais. Les mots n'étaient pas cités, mais ils étaient suffisamment précis pour que je le sache. Celui ou ceux qui parlaient comprenaient la forme de la conversation, connaissaient la culpabilité qui me rongeait encore. Une partie de moi pensait que c'était un piège. Peut-être quelqu'un essayait-il de me faire croire que l'émission était intelligente, vivante. Peut-être un piratage de données, de vieux emails, des enregistrements, un canular élaboré. Mais une autre partie de moi se dirigeait déjà vers le hall. Je ne l'avais pas prévu. Mon corps avançait tout seul. Je scannais mon badge à la porte de service et suivis le couloir en béton, dépassant le local du concierge et le vieux distributeur automatique. L'obscurité était au fond. J'atteignis la porte métallique et l'ouvris. Le quai était vide. Pas de camion, pas de traces de pas, juste le vent qui soufflait à travers le grillage. Pourtant, je restais là trop longtemps, plus longtemps que nécessaire, à attendre qu'il se passe autre chose. Au moment où le 3e message arriva, j'étais plus irrité qu'ébranlé. Quoi qu'il en soit, je me disais que quelqu'un avait trop de temps et accès à des choses qu'il ne devrait pas. Le fait que rien d'autre ne se soit produit n'arrangeait rien. Pas de suivi, pas d'intrus, aucune preuve que quelqu'un m'observait, même si quelque chose l'était clairement. Je continuais à faire des listes de contrôle mental. Cela aurait pu être un test, une expérience psychologique. Peut-être que quelqu'un dans l'entreprise avait installé un nouveau type de surveillance comportementale. Mais si c'était vrai, pourquoi mêler ma vie privée à ça? Pourtant, je n'avais pas peur. Pas vraiment. Juste fatigué, agacé, prêt à finir mon service et à rentrer. Je marchais dans le couloir nord-est quand ça a recommencé. Pas de ton cette fois. Pas d'emballement. Ne pas se retourner. Je me suis arrêté à mi-chemin. Je ne respirais plus. Quelque chose dans ma colonne vertébrale s'est bloqué. Le couloir derrière moi n'avait pas de lumière. Je l'avais déjà remarqué. Je ne pouvais le constater qu'à l'obscurité de ma vision périphérique, mais il faisait complètement noir. Pas flou, juste disparu. J'ai attendu 5 secondes, 10. Mon corps refusait de se détendre. Puis, contre toute attente, j'ai commencé à me retourner. Lentement d'abord, juste un coup d'œil par-dessus mon épaule. C'était suffisant. Le mur du fond, à ma gauche, ondulait. Ma vision se déformait sur les bords. Les couleurs se mélangeaient, les angles s'étiraient de travers. Mon œil gauche s'est embrumé, mon droit a commencé à se creuser. Et sous tout cela, le son a commencé à monter. Du verre qui se brise, des clous sur le carrelage, des dents qui claquent trop vite pour être humaines, des respirations par trop de bouches à la fois, des cris qui n'ouvrent jamais leur gorge. Le genre de bruit qui donne envie de se frotter contre la peau. Je me suis arrêté. Je n'ai pas terminé le virage. Je n'ai pas regardé dans l'obscurité. Je suis resté là, à moitié pivoté, la mâchoire serrée. Puis je me suis redressé. Tout s'est arrêté instantanément. Les lumières sont revenues à la normale. Les bruits ont disparu. Ma vision s'est éclaircie. Mais lorsque je me suis retourné pour regarder à nouveau dans le couloir, non pas derrière moi, mais devant moi, le couloir avait changé. Un meuble roulant bloquait maintenant le chemin vers lequel je me dirigeais.
Une porte en acier est apparue là où il n'y en avait pas auparavant. Un éclairage de secours a tracé un nouveau chemin bifurquant à gauche là où il n'y en avait pas 10 minutes plus tôt. Je n'ai pas essayé de forcer l'ancien chemin. Au lieu de cela, je l'ai fixé du regard, réalisant une chose importante. Quoi que ce soit, il ne voulait pas que je revienne. Il avait des règles, même si je ne les comprenais pas encore. Au début, je n'avais pas de destination. Je voulais juste retrouver l'entrée principale, ou une sortie, peut-être l'escalier principal, peut-être les portes coupe-feu, un endroit qui ne me semblait pas avoir été réécrit à mon insu. Le bâtiment n'était plus le même. Des couloirs que j'avais parcourus des centaines de fois étaient soudain trop longs ou trop courts. Certains se terminaient par des murs nus, me menant à des portes qui ne menaient qu'au mystère. D'autres tournaient à des angles qui ne devraient pas exister. Je passais devant la salle des machines qui, je le savais, était censée être au 3e étage, mais j'étais toujours au 1er. L'ascenseur ne fonctionnait pas. Les caméras étaient figées, et les cartes au mur étaient blanches, effacées. Pourtant, je continuais d'avancer. Ma meilleure chance maintenant était la mémoire. Utiliser des points de repère approximatifs, aussi déformés soient-ils, pour tenter de discerner où je me trouvais réellement, essayer de trouver un point d'ancrage pour tenter de trouver une issue. Mais le plus souvent, je me retrouvais à naviguer au hasard, en fonction des options qui s'offraient à moi. Cela comportait son propre danger. Si je suivais un chemin sans issue, je ne pouvais pas faire demi-tour et revenir en arrière. Je l'ai appris à mes dépens. Une ou deux fois, j'ai tressailli en entendant un bruit derrière moi. Des pas là où il n'aurait pas dû y en avoir. Une porte qui claquait au fond d'un couloir. L'instinct m'a pris. Je commençais à me retourner. Toujours juste un peu, toujours juste assez pour saisir le début d'un problème. Une ondulation dans l'air. Ce bruit strident et stratifié se répercutait à nouveau. Et toujours, je me rattrapais juste à temps. C'était devenu un réflexe, quoi que j'entende. C'est alors que la voix est revenue. Pas de signal d'avertissement, juste là, soudain, tissé dans l'air, comme si elle avait toujours parlé. Correction route en vigueur. Veuillez vous diriger vers la zone d'observation. Évitez les rétroviseurs intérieurs. Je me suis arrêté. Le couloir avait légèrement plongé avant de tourner à droite. Je n'étais pas passé par là depuis des mois. J'étais presque sûr qu'il ne menait qu'à un entrepôt, et non à un endroit indiqué comme une zone d'observation. La voix ne parla plus, juste une réplique prononcée sur un ton semi-humain. Je continuai mon chemin, choisissant un chemin de traverse. Il aurait dû me conduire au-delà de la salle des serveurs informatiques et au hall. Du moins, c'était le cas. À mi-chemin du couloir, j'aperçus un miroir de sécurité rond fixé dans un coin. De là où je me trouvais, je pouvais m'y voir. Flou, mais centré. Ce n'est pas ce qui m'arrêta. Ce qui m'arrêta, c'était l'obscurité derrière mon reflet. Une obscurité totale, comme si tout ce qui se trouvait derrière moi avait été découpé. Même si je savais qu'il y avait des lumières allumées, je m'approchais. Lorsque je me plaçais en dessous et levais les yeux, le reflet avait disparu. La surface du miroir n'était plus que du verre noir. Aucune lumière, aucune forme, aucun reflet. Toutes les surfaces réfléchissantes que je croisais ensuite se comportèrent de la même manière. D'un seul coup d'œil, elles dévoilèrent ma silhouette et l'obscurité derrière moi. Dès que je m'approchais, elles se transformèrent en verre inerte. J'arrêtai de les regarder au bout d'un moment. À ce moment-là, je n'évitais pas simplement le chemin que la diffusion voulait me faire prendre. Je le contournais activement, essayant de garder une longueur d'avance sur le chemin qu'elle me traçait. Je ne lui faisais pas confiance. Je ne croyais à rien de tout cela. Mais je ne pouvais pas me permettre l'erreur. Si je m'engageais dans un couloir sans issue et que les murs derrière moi décidaient d'effacer le chemin emprunté, je serais coincé. Ou pire, je serais obligé de faire demi-tour. Et je commençais à croire que quelque chose m'attendait pour cela. J'avançais plus vite maintenant, non pas en courant, mais presque. Mon cœur avait atteint un rythme lent et régulier, juste au-dessus de la normale. Je gardais les yeux droits devant moi, scrutant les changements dans l'agencement, scrutant les murs à la recherche de nouvelles coutures ou d'une signalisation étrange. Ma lampe torche vacilla une fois, puis se ralluma. J'appuyai sur la jauge à blaireau, toujours pleine. C'est alors que la diffusion reprit. Elle ne m'attendit pas pour m'arrêter. Pas de préparation. La voix parlait comme si elle m'avait écouté tout le temps, ce que je soupçonnais maintenant.
Tu vérifies le niveau de la batterie. Ma poitrine se serra. Je m'arrêtai. Elle savait ce que je faisais. Puis elle ajouta une ligne supplémentaire. Évitez le prochain carrefour. Vous n'écouterez pas. Nous sommes désolés. Je me tenais au milieu d'un long couloir bas, les plafonniers bourdonnant au-dessus de moi au rythme de mon pouls. La radio s'éteignit de nouveau, seul le bourdonnement discret de vieux tubes fluorescents résonna dans ma tête tandis que je recommençais à avancer, plus lentement maintenant, les yeux plissés tandis que le couloir débouchait sur un carrefour. Là, au carrefour, je l'entendis. Pas fort, mais il était là. Des sanglots, faibles, étranglés et lents, comme quelqu'un qui essaie de ne pas se faire entendre. Et en dessous, un autre son. Une respiration saccadée, humide. Puis un simple clic mécanique. Je m'arrêtai sur le seuil, un pied toujours dans le couloir, l'autre juste après le coin. Les pleurs semblaient plus proches. Je restai immobile un moment. Je restai figé, pensant à la voix, aux mots exacts. Tu refuses d'écouter. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Que je faisais déjà un choix. Que j'avais déjà raté le test mentionné. J'ai essayé de retracer mes pensées pour comprendre où cette décision avait commencé. Est-ce que je choisissais vraiment quelque chose ou réagissais-je en suivant une piste toute tracée? Si je me dirigeais vers les pleurs, était-ce de la compassion, de la curiosité, ou un scénario que j'étais censé suivre? Et si je ne le faisais pas, serait-ce de la véritable défiance ou un autre embranchement programmé? Le couloir autour de moi restait vide. Le sol sous mes pieds restait stable. Mais ma tête tournait à l'idée que quoi que je fasse, j'étais déjà dans le plan de quelqu'un d'autre. Que le système n'avait pas besoin de me contrôler, seulement de me prédire. J'ai regardé dans la direction des pleurs. Puis je me suis retourné et j'ai marché d'un pas rapide et droit jusqu'à ce que le bruit disparaisse derrière moi. Les lumières se sont éteintes une à une. Pas toutes d'un coup. Cela a commencé dans le couloir ouest, puis dans la salle de pause, puis dans le couloir juste devant les cages des serveurs. Un effondrement silencieux, elle après elle. Je l'ai entendu avant de le voir. Le léger claquement des disjoncteurs, s'enclenchant l'un après l'autre, ne laissant derrière lui que le bourdonnement des feux de secours et le son d'une sirène basse que je n'avais jamais entendu auparavant. Ce n'était ni un hurlement, ni une urgence. Ça pulsait lentement, régulièrement, comme pour rappeler à quelqu'un de rester éveillé. Puis tous les écrans se sont allumés. Des écrans que je n'avais pas touchés depuis des heures. Des tablettes encore branchées et verrouillées. La radio d'urgence. Tous brillaient en parfaite synchronisation, affichant le même texte blanc froid sur fond noir. Déviation du sujet confirmée. Effondrement de la séquence dans 12 minutes. Intervention manuelle requise. Vous n'êtes pas autorisé. Continuez. C'était la première fois qu'il était question d'effondrement. La première fois qu'il m'annonçait ouvertement que tout cela était en train de s'effondrer. Bien que je n'en ai aucune idée, je ne suis pas resté dans ce couloir. J'ai continué à avancer, me dirigeant vers l'épine dorsale du bâtiment, espérant qu'en continuant à avancer, je trouverais un point d'équilibre. Mais la disposition avait encore changé. Les plafonds s'étaient abaissés de près de 30 cm. Les bouches d'aération avaient disparu. Les couloirs étaient devenus plus étroits. Des virages serrés là où il y avait eu des courbes douces auparavant. Je passais devant la salle de fourniture, identique à celle que j'avais vue plus tôt. Même chaise, même bureau, mais celui-ci était à gauche cette fois, et l'horloge murale avançait à l'envers. Le plancher craquait sous mes bottes comme jamais auparavant. Doux, creux. Le poids du bâtiment avait changé. Derrière moi, le bruit recommença, un cliquetis, mais plus lent cette fois, plus profond, celui du métal frappant sur le carrelage. Il résonna au fond du couloir, rebondissant et se multipliant jusqu'à ce que je ne puisse plus dire d'où il venait. L'air derrière moi me pressait le dos. Pas du vent, juste une pression, plus forte qu'elle n'aurait dû l'être. Mes pas se répétaient. Je faisais un pas, puis je l'entendais à nouveau une demi-seconde plus tard. Parfois synchronisé, parfois non. J'entendais aussi des voix. Des voix que je ne reconnaissais pas. Elles murmuraient des choses qui ne correspondaient pas à mes souvenirs, mais qui me semblaient familières. Bref, j'ai tourné au coin d'une rue. J'ai arrêté de respirer. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Je ne me suis pas retourné. Pas même un regard. Mais les bords de ma vision ont commencé à trembler. Pas noir,
mais un mouvement vacillant juste au-delà de l'endroit où mes yeux pouvaient se poser. Des ombres s'étirant sans source. Une ondulation de quelque chose glissant le long des dalles du plafond au-dessus de moi. Jamais visible, toujours proche. Le cliquetis avait cessé. Il ne me suivait plus. Il attendait. J'ai avancé. J'ai tendu la main vers une porte. Où je ne l'ai pas reconnue. De l'acier lourd, sans marquage. Elle s'ouvrait dans un petit ruisseau sur une petite pièce. Une bande halogène scintillait au-dessus. Il n'y avait aucun meuble, à l'exception d'une table en métal boulonnée au sol. La pièce semblait avoir été utilisée pour des expériences actuellement absentes. Sur la table se trouvait une unité radio montée et un dossier. La couverture était grise, estampillée en rouge d'un avertissement, manuel de violation de modèle, ne pas émettre. Je l'ouvris. Toutes les pages étaient blanches, sauf une. Au centre, était écrit en noir, en cas de doute, faites demi-tour. Je refermai le dossier et ne me retournai pas. Le couloir m'attendait. Malgré toutes les directions que j'avais prises, je finis par revenir. Même longueur, même feu, même intersection. Rien n'avait changé depuis la dernière fois que j'étais arrivé au carrefour. Sauf que cette fois, les pleurs commencèrent avant même que je m'en approche. Ils provenaient du couloir le plus éloigné. D'abord bas, humide et chancelant. Le bruit de quelqu'un qui essayait de ne pas se faire entendre, mais en vain. Une femme, peut-être jeune, ou quelque chose qui essayait de paraître jeune. L'écho résonna sur les murs en lente pulsation. Puis vint la radio. Faites demi-tour. Obéissez. Réinitialisez. Faites demi-tour. Obéissez. Réinitialisez. Encore et encore. Je m'arrêtai au carrefour. Mes yeux brûlaient. Mes jambes me faisaient mal. Je me sentais vidé, comme si chaque pièce que j'avais traversée avait gratté quelque chose sans demander. Je restais immobile, non pas par peur, mais par fureur. Je dis rien à voix haute, mais mon esprit hurlait. J'ai suivi tes règles. Je les ai transgressées. J'ai parcouru tes sentiers. Évité tes pièges. J'ai tout fait. Mais ça? Et si c'était ça? Et si c'était la seule chose qui me restait à faire? Et si l'épreuve consistait à ne jamais obéir, mais à désobéir au bon moment? Je me suis tourné vers le couloir où les pleurs attendaient et j'y suis entré. La température a chuté instantanément. Mes oreilles ont bourdonné. Les murs se sont resserrés autour de moi. Plus je m'enfonçais, plus tout devenait fort. Des murmures métalliques stridents qui connaissaient mon nom soufflaient dans ma nuque. Chaque bruit se superposait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre eux. Ma vision s'est rétrécie, pas complètement noire, mais presque. Les bords ont commencé à clignoter, remplis d'électricité statique et de scintillements de couleurs, comme si le monde derrière moi s'effaçait image par image. Quelque chose a bougé à l'intérieur des murs. Des formes se sont pressées à travers les cloisons sèches. Des silhouettes de personnes, mais fausses. Pas de traits, juste une peau tendue là où les yeux et la bouche auraient dû être. Bras croisés à l'envers. Doigts trop longs. Il y griffa doucement l'air, sans m'atteindre, se contentant de frétiller au rythme d'un bruit. Je ne clignais pas des yeux. Je ne parlais pas. Je continuais à marcher. Mon cœur semblait trop gros pour mes côtes. Chaque respiration était saccadée. Le sol s'affaissait légèrement sous mes pieds, comme si le couloir était tiré vers le bas. Puis tout s'arrêta. Un pas, un seul, franchit une ligne invisible et le monde redevint silencieux. L'air se réchauffa, ma vision s'éclaircit, mes oreilles bourdonnèrent en l'absence de bruit. Je me tenais dans le hall principal du bâtiment. Des néons bourdonnaient doucement au-dessus de ma tête. Les fenêtres de la façade étaient intactes. J'aperçus l'aube percée à travers la vitre, de faibles lumières oranges se répandant sur le sol. Puis une porte derrière le bureau s'ouvrit brusquement. Des dizaines de personnes en tenue tactique noire entrèrent, balayant la pièce. Fusil au poing, casque baissé. Pas d'insigne, juste des combinaisons blindées et des visières réfléchissantes. Derrière eux venait le personnel médical, les scientifiques, des techniciens avec des chariots à roulettes et des valises clignotantes. Ils se déplaçaient avec empressement, mais sans panique. Ils connaissaient la scène. Ils s'y étaient entraînés. Je me retournai lentement, regardant par-dessus mon épaule, luttant inconsciemment contre l'idée de pouvoir voir derrière moi maintenant. Là où je venais d'émerger,
Il y avait un endroit immobile. Pas vraiment un mur, plutôt le bord d'un dôme. Il scintillait faiblement, l'air tremblant d'interférences numériques. Je voyais à travers, mais les couleurs étaient fausses. Des formes se déplaçaient à l'intérieur, douces, lentes, faisant écho à mon souvenir du couloir que je venais d'emprunter. Tandis que je fixais, une main se referma sur mon bras, ferme, gantée, réelle. Je me retournai. Un soldat se tenait là, le visage caché par une visière noire mat, m'éloignant déjà du dôme avant que je puisse parler. Je me retournai pour lui faire face. L'homme portait un casque tactique intégral, visière baissée, pas une seule fente de peau ne transparaissant. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. « Que diable s'est-il passé ? Qui êtes-vous » Le soldat ne répondit pas. Il me serra le bras plus fort et me tira à travers le hall, passant devant des rangées de matériel qu'on déballait, des médecins qui criaient dans leurs casques, devant des équipements que je ne pouvais identifier. J'aperçus des capteurs de chaleur, des serveurs portables, des réservoirs sifflants dont les scellés rouges avaient été brisés. Tout explosa avec urgence, sans que rien ne s'explique. Ils avaient installé un cordon de sécurité temporaire avec des barrières démontables et des éclairages. À l'intérieur de la zone improvisée, j'en vis d'autres, 3, peut-être 4, tous vêtus de blouses de laboratoire, brûlés et déchirés, certains tachés de cendres, d'autres écaillés par des brûlures électrostatiques. Une femme était assise, recroquevillée dans un coin, serrant contre sa poitrine une tablette fêlée comme un animal blessé. Le soldat me poussa à l'intérieur et recula. Je ne bougeais pas, je fixais du regard. Un des scientifiques leva les yeux. Un homme d'une cinquantaine d'années, pâle, les yeux écarquillés, le visage creusé par l'épuisement. « Vous êtes sorti » demanda-t-il. Sa voix se brisa à mi-voix. « Vous êtes sorti tout seul » Son choc soulignait l'importance de la situation. Mais sans contexte, je ne savais toujours pas quoi penser. Que s'est-il passé là-dedans ? Que se passe-t-il ? demandai-je. Finalement, j'obtins des réponses. Cette installation fonctionne depuis des décennies. Ce que vous considérez comme de la pointe de la technologie ne ressemble qu'à des engrenages et des bâtons comparés à ce qui se fait ici. Un autre scientifique, un collègue peut-être, lui lança un regard pour le faire taire. Il semblait incapable de révéler exactement ce qu'il faisait ici. Il se leva lentement et traversa l'espace entre nous, baissant la voix jusqu'à un murmure à peine plus fort. « Vous étiez dans le champ de test, dit-il. Ce n'était pas réel. C'était un prototype, un environnement cognitif artificiel, une simulation destinée à étudier la prise de décision récursive et les boucles perceptives. Il n'était jamais censé s'activer. » Il jeta un coup d'œil vers le dôme, qui vibrait encore doucement au fond du hall. Ses yeux frémirent. « Quelque chose s'est mal passé, poursuivit-il. Il commença à réagir à l'observation, à grandir point et se nourrissant de rétroactions récursives. Plus on observait, plus les choses changeaient. On a perdu 2 équipes en essayant d'extraire les ouvriers. Il marqua une pause, le souffle plus lourd. Mais toi, tu n'étais pas étiqueté. Tu n'étais pas censé être là. Tu es entré dans le champ actif par accident. Et tu as réussi à le traverser seul. » Derrière nous, un klaxon retentit. Un ton différent. Plus aigu, plus rapide. Une voix hurla depuis l'un des postes de travail. L'intégrité du champ chutait de 50% et déclinait. Je voyais d'autres équipes arriver en courant, fonçant vers l'inconnu. Le scientifique me saisit par l'épaule. « Si le confinement échoue, dit-il, il ne restera pas là. Chaque personne entrant mourra probablement. Il ne nous reste plus qu'à espérer que l'un d'eux parvienne à le fermer. » Je n'avais rien à dire. Tout ce que je pouvais faire, c'était regarder avec les scientifiques extraits ces braves soldats courir pour mourir comme des fourmis. Nombre contre probabilité. Des légions de morts se produisant au-delà du voile jusqu'à ce que finalement le dôme statique se dissipe.